Bonjour à tous. Alors, je ne trouve justement pas très facile de prendre la parole après cette intervention absolument passionnante. Et puis, sachant que vous avez tous traversé un marathon d'interventions depuis 2 jours et d'interventions riches. Alors, je vais me présenter très rapidement parce que par rapport aux multiples intervenants que vous avez entendus, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheuse, encore moins psychanalyste. J'interviens comme journaliste, comme praticienne, et praticienne notamment beaucoup, parfois trop, de l'Internet et des réseaux sociaux. J'ai donc pu être étonnée et en même temps que flattée qu'on fasse appel à moi un petit peu en me disant tiens, dans le sommaire de ce colloque, pourquoi ce sujet est-il apparu, même si dans l'idée du lien et du commun, il avait une sorte d'évidence. Et puis beaucoup de paroles que j'ai entendues aujourd'hui m'ont effectivement aidé à faire le lien entre cette intervention et ce qui a pu se dire, notamment autour de ce qu'on pouvait appeler l'autorité, parce que ce que je lis un peu dans l'énoncé, c'est est-ce qu'il y a d'une certaine manière aujourd'hui une information qui fait autorité ? Alors cet énoncé, c'est un peu une manie de journaliste et puis un peu mon côté désobéissant qui m'a fait un peu le triturer. Parce que quand on dit les réseaux sociaux peuvent-ils encore permettre du commun dans le monde de l'information alors que les algorithmes donnent à chacun une actualité filtrée, bien, j'entends de présupposer c'est qu'il y avait auparavant, dans un avant qui n'est pas tout à fait défini, une actualité qui n'était pas filtrée et qui fabriquait du commun. Alors, ça me semble un petit peu sujet à caution. Donc, je ne me suis pas concentrée sur la seule question des algorithmes, qui de plus est extrêmement complexe. Et je ne suis pas une sociologue des médias, je n'ai pas de statistiques et d'études de chercheurs à vous proposer. J'ai préféré faire un peu une traversée de un peu avant et après, et également, je dirais, de l'apparition du Web 2.0, parce que je crois que pour comprendre un petit peu ce que fabriquent les réseaux sociaux, il faut quand même avant être passé par l'apparition de ce qu'on a appelé le Web 2.0. Alors, quelle était la situation dans cette lointaine déjà préhistoire, quand on ne s'informait pas sur Internet ? Bon. Les journaux quotidiens, hebdomadaires, la radio, le journal télévisé. Alors on n'a pas besoin d'être sociologue des médias pour dire que le choix de ces moyens d'information obéissait à quelques facteurs qui peuvent être le niveau d'études, le temps disponible pour s'informer, et donc à partir de là, la pénibilité du métier et son temps de travail, son orientation politique, et dans ces canaux, eh bien, quels étaient les principaux ? Le journal télévisé, fédérant environ 80% de la population, les radios et la presse quotidienne. Et quelle est la presse quotidienne la plus diffusée, la plus lue, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est la presse quotidienne régionale. Pourquoi je fais ce détour-là ? Eh bien, pour en revenir à l'idée de filtre. Parce que s'il y a bien un organe d'information qui propose une information filtrée, par définition, c'est la presse quotidienne régionale. Alors il y a quelque chose qui est connu quand on étudie les médias et l'information, qui est la loi de proximité,
selon laquelle les informations ont plus ou moins d'importance suivant leur proximité par rapport au lecteur. Et on décompose cette proximité en 4 axes. Il y a l'axe géographique, il y a l'axe temporel, il y a l'axe qu'on appelle affectif et sociétal, socio-professionnel. Bon, il y a un exemple qui est très souvent connu, c'est même un peu une tarte à la crème, vous l'avez souvent entendu, quand on parle de mort kilométrique. Et qui est bien évidemment que les morts, qu'une catastrophe au bout du monde toucherait moins ou ferait une brève là où un fait divers dans la ville d'à côté fait les gros titres. Bon. Bien, le localisme géographique et la proximité, par définition, c'est un filtre. Je reprends des caractéristiques qui sont celles, par exemple, de la presse quotidienne régionale. La capacité à fédérer l'intérêt supposé du lecteur en jouant du critère émotionnel, c'est-à-dire avec une importance très forte donnée aux faits divers, et une importance très forte également donnée au sport, c'est un filtre. Le caractère assez consensuel, alors d'un côté conservateur, mais je suis prudente en disant ça parce que, mais disons... consensuel dans la volonté de ne heurter personne par une radicalité. C'est également un des caractères d'une presse dont je rappelle d'ailleurs que dans la plupart des régions françaises, elle est, pour ce qui est de la diffusion d'un média papier quotidien, en situation de monopole, même si ce monopole a été grignoté d'abord par les médias audiovisuels et aujourd'hui, bien évidemment, par l'Internet. Donc, eh bien, l'un des médias les plus populaires, je dirais, avant le Web 2.0 et qui reste un média très populaire, par définition, c'est un média extrêmement filtrant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'était un média, et que ça le reste, dont l'objet est vraiment de s'adresser à une communauté, de fabriquer du commun. C'est dit, c'est revendiqué, c'était même quand les grands groupes de presse régionale s'interrogent sur leur avenir, et dire que notre rôle, c'est de faire du lien social, c'est de fabriquer de la communauté. Bon, parlant des autres médiums d'information, eh bien, rappelons que la télévision continue à se tailler la part du lion. Donc l'idée qu'on s'informe aujourd'hui sur Internet, non. Il y a un seul segment de la population chez qui Internet est dominant, ce sont les 18-25 ans. Bon. Et alors là, je vais pas vous infliger un pensum et une analyse de ce qu'on appelle les médias mainstream et de la télévision. Ça a été fait par toutes sortes de critiques des médias. Je peux vous renvoyer à l'excellent site Acrimed, mais bon, il y a eu quand même une abondante littérature de critiques des médias et qui montrait à quel point, disons, une information mainstream était relativement filtrée. Bon. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien, je suis tentée de prendre un peu le sujet à contre-pied. C'est-à-dire que les réseaux sociaux donneraient à chacun une actualité filtrée. Eh bien, moi je pose quand même l'hypothèse que notre actualité est moins filtrée qu'auparavant. Et je m'en explique. Si vous étiez lecteur d'un quotidien en fonction de vos opinions politiques, d'affinités culturelles, si vous y lisiez Libération, que vous l'achetiez, que vous étiez abonné, il y avait assez peu de chances que vous lisiez également Le Figaro. Bon, à moins d'être vraiment très curieux ou bien vous tombiez dessus chez le dentiste, mais généralement, il y avait une forme de fidélité à un support, qu'il soit d'ailleurs de presse écrite, qu'il soit radiophonique. Bon. Il y avait donc effectivement, on pouvait dire, les journaux télévisés des principales chaînes d'information. Alors maintenant, c'est encore plus compliqué avec l'information continue, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui fabriquaient effectivement, à défaut de commun, peut-être un peu de communion devant la grande messe du 20h, ce qui est, c'est vrai, moins vrai. Mais dans l'ensemble, on avait quelques sources d'information et qui n'étaient pas absolument multiples. Or, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que on peut avoir l'impression, quand on lit la presse sur Internet,
on peut avoir l'impression que tout le monde lit tout. C'est-à-dire que si vous allez sur Le Figaro en ligne, c'est peut-être pas le meilleur exemple, si vous allez sur Libération, lire Libération en ligne, et que vous lisez les commentaires de Libération, vous avez vraiment l'impression que majoritairement, les gens qui viennent lire Libération en ligne ne sont pas du tout des gens qui sont d'accord avec la ligne politique de Libération. Le Figaro, c'est un petit peu moins vrai, mais chaque article, dans l'objet du commentaire, montre que on lit beaucoup de gens lisent un certain nombre de supports avec lesquels ils ne sont pas nécessairement en accord, dont on peut soupçonner que s'ils devaient les acheter, ils ne les achèteraient pas forcément, donc que la variété des sources d'information s'est considérablement élargie. Alors, par ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, qui pour moi est un effet... face à une assemblée de psychanalystes, je n'ose pas parler d'effets pervers, mais en tout cas, quelque chose de collatéral à la critique des médias. Il s'est développé, notamment dans les années 90, une critique des médias très argumentée. Il y a eu un récit sur image, j'ai cité Acrimed, il y a eu une littérature importante de critique des médias. Au moment, c'est à peu près concomitant, ou au moment où justement le Web 2.0 se développait. Et je me souviens très bien d'un slogan dont je serais incapable de trouver la paternité, qui était n'écoutez plus ou ne regardez plus les médias, soyez le média. Et donc, on a vu une floraison, effectivement, de presse alternative, alors qui va, quelquefois, bien évidemment, il y a eu l'effervescence des blogs, et puis il y a eu effectivement la tentative de créer des médias qu'on appelle pure player, entièrement sur Internet. Bon, l'un des exemples les plus frappants est bien évidemment Mediapart, mais on pourrait citer Rue 89, on pourrait citer Reporter, enfin, il y a de très nombreux sites d'information dites alternatives. Et alors là, donc, une multiplicité des sources, mais cette pluralité des sources d'information et le côté do it yourself, crée ton média, je crois que ça appelle un petit peu d'analyse sociologique, je dirais à la louche, parce que, je le répète, je ne suis pas sociologue. Quand on se penche sur cette presse alternative et même sur les blogs, très clairement, les sites comme Rue 89 et Mediapart, bien évidemment, là, ça n'est un secret pour personne, étaient créés par des journalistes en rupture avec leurs médias précédents. Et un certain nombre de blogs, quand on regarde qui les alimente, sont également le fait de gens qui étaient par ailleurs journalistes ou qui sont dans des métiers d'information, dans des métiers, dans les professions intellectuelles. Il y a eu plein d'exceptions pour les blogs, il y a eu vraiment les blogs, je raconte un peu ma vie, ça a été mais dans ceux qui ont tenu, dans ceux qui ont fédéré, dans ceux qui ont reçu beaucoup de commentateurs, dans ceux qui se voulaient aussi des blogs d'information ou de contre-information ou d'information alternative, etc., eh bien, c'est généralement des blogs de journalistes. Et ces blogs ont fabriqué quelque chose, et là, je reviens un petit peu à ce sujet, c'est que, qui est pour moi le trait fondamental et le trait qui marque et qui est une continuité du Web 2.0 aujourd'hui aux réseaux sociaux, c'est l'omniprésence et l'importance du commentaire. Quand vous lisiez, quel que soit votre journal, que ce soit... Moi, j'ai travaillé longtemps pour Sud-Ouest. On avait un courrier des lecteurs. La plupart des journaux, et certains le publiaient, avaient un courrier des lecteurs. Réagir,
parce qu'on est souvent dans la réaction, et quand on prend la peine d'écrire, c'est souvent, c'est rarement pour dire « Ah, j'ai adoré votre article ». C'est quelque chose qui fait réagir dans le désaccord. Bon. Il fallait écrire une lettre, il fallait la mettre sous enveloppe, il fallait l'envoyer, il fallait l'emmener à la poste. Et puis, pour peu que ce soit un quotidien, eh bien, 3 jours plus tard, on pouvait se dire, bon, et à quoi bon? Là, dans le règne du commentaire, on est dans l'immédiateté. On est effectivement dans la réaction immédiate et qui est, je dirais presque, alors le défoulement, j'y viendrai un petit peu plus tard, mais en tout cas, très vite, on réagit absolument sans effort et dans l'immédiateté. Et il y a un exemple que j'ai trouvé très très frappant. Alors c'était avant, Facebook existait déjà, je pense que Twitter commençait à peine à se lancer, mais ça n'était pas devenu des réseaux sociaux massivement, encore devenus des réseaux sociaux massivement utilisés. Je parle du début des années 2000. Non. Moi, je suivais beaucoup un blog qui s'appelait le domaine d'extension de la lutte, un titre inspiré de Houellebecq, d'un blogueur qui s'appelle Guy Birenbaum. Ce qui frappait sur ce blog par rapport à d'autres, j'en suivais d'autres également, c'était un moment où on était juste avant les années Sarkozy, beaucoup de blogueurs pensaient pouvoir influer sur le cours de la politique et créer des blogs à cet effet. Et ce qui caractérisait le DEL de Guy Birenbaum, c'était le nombre de commentaires. C'était hallucinant. Chaque billet, c'était des billets assez courts, assez subjectifs, il y avait facilement 400-500 commentaires. Et alors, c'était assez amusant parce que au bout de... il y avait les 20 premiers commentaires qui allaient concerner le billet. Et puis au bout il y avait toujours un moment où quelqu'un allait poster un lien, une autre information, et où les commentaires allaient concerner l'information suivante, et où finalement, qu'était devenu le DEL? Un club de gens se connaissant et aimant dialoguer ensemble. Alors, ça pourrait être le salon où l'on cause, mais c'était aussi le ring. C'est-à-dire qu'on dialoguait entre gens assez proches d'opinion. Il y avait une majorité de lecteurs plutôt à gauche, plutôt là. Et puis il y avait ce qu'on appelle les trolls. Il y avait vraiment des gens qui n'étaient pas du tout d'accord, qui venaient, je dirais, chercher un peu le ring, mais ring auquel on se prêtait très volontiers. Et je pense tout à l'heure à l'intervenant qui a parlé quand même du cyberharcèlement et de la haine. On n'était pas dans le registre de la haine. Mais en revanche, on était, et on l'est souvent aussi sur Facebook, dans les commentaires, on est dans le registre du ring et, je dirais, d'une certaine jubilation du baston. Voilà, vraiment d'échanger de manière un peu virulente. Et finalement... Bon, Guy Birenbaum a fini par fermer son blog. Je me demande s'il ne l'a pas fait. C'est un exemple d'autant plus parlant que c'est quelqu'un qui est un peu un pionnier du web, qui a passé beaucoup de temps, qui a été très très présent partout, et que c'est quelqu'un qui a fait une grave dépression, très grave dépression, qu'il a pas mal attribué aussi à son addiction à tout ce qui était web 2.0 et réseaux sociaux. Il s'en est d'ailleurs expliqué dans un livre. Mais il y a eu un moment où, finalement, on se fichait totalement des billets de Guy Birenbaum, mais on allait sur le web pour trouver une communauté de commentaires. Et je dirais, ça, c'est finalement une très bonne définition de Facebook. Ça a totalement... Alors, j'ai cité celui de Guy Birenbaum, on pourrait en avoir d'autres. C'est une très bonne définition de Facebook, qui est l'importance de se retrouver comme commentateur. Et de fabriquer effectivement un entre-soi de commentateurs. Alors, à partir de là,
je crois qu'il ne faut pas être naïf non plus. Il y a quelque chose, excusez-moi, c'est un petit peu désordonné comme information parce que c'est un petit peu comme la sérendipité sur Internet, de même que par exemple on lisait un billet, il y avait des commentaires et puis on allait commenter un autre sujet. Quand je me suis retrouvée à écrire cette intervention, je me suis rendu compte que je fonctionnais un petit peu comme ça. C'est que dès qu'on tirait un fil, il fallait qu'on aille un petit peu ailleurs, oui. Quand on a eu cette floraison de sites, de blogs, le côté do it yourself du média, bon, ne nous y trompons pas, j'ai dit déjà, il y avait beaucoup de choses qui étaient investies par des professionnels, et ensuite, il y a beaucoup d'intentions militantes. Et alors là, je repense à la citation d'Umberto Eco qui a été dite tout à l'heure, je ne serais pas capable de la redire exactement, mais disant, avant, il y avait que les imbéciles n'étaient que dans les cercles d'extrême droite. Aujourd'hui, ils sont partout et n'importe qui peut être un média et dire son opinion sur le web. Mais une des raisons à cela, c'est que l'extrême droite a été la plus forte, la plus efficace, la plus rusée, dans l'utilisation du web 2.0. Il y a eu récemment une mesure d'audience des sites, et parmi je ne voudrais pas dire de bêtises, il faut que je vérifie, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas peut-être le deuxième, en audience, eh bien, il y a le site d'Alain Soral. Égalité, réconciliation, et extrêmement dans les sites les plus lus et qui font le plus d'audience, il y a le site Français de souche. L'extrême droite a été extrêmement... alors il y a des études également là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle La fachosphère. J'ai noté d'Erwan Le Gall, Internet et l'extrême droite, la fachosphère, qui en démontre les mécanismes. Mais donc, il y a effectivement, et y compris dans les commentaires, pas seulement du spontanéisme, de la réactivité, etc. Il y a des groupes et des collectifs extrêmement bien organisés. Alors, à partir de là, et les algorithmes là-dedans. Quand on est sur Facebook, quel type d'information on a et est-ce que c'est vraiment l'algorithme qui la dicte. Alors je suis allée un petit peu chercher des renseignements sur cet algorithme de Facebook qui est extrêmement complexe. Il y a Martin Untersinger qui gère la rubrique Pixel du journal Le Monde et qui a expliqué qu'il ne prenait pas moins de 100 000 paramètres en compte. Alors, il vise un objectif, avoir un maximum de réactivité et de visibilité. Et alors là, eh bien, c'est un petit peu ce que je vous exprimais en parlant du ring. Qu'est-ce qui provoque le plus de réactions? C'est évidemment ce qui provoque. Et alors là, je vais parler complètement subjectivement de mon rapport, par exemple, personnel à Facebook et du moment où je me suis aperçue que l'information à laquelle j'avais accès pouvait peut-être se modifier, que l'algorithme pouvait jouer là-dessus. J'ai beaucoup d'amis Facebook et je dirais qu'il y a deux grands groupes. Il y a tout ce qui m'intéresse en termes d'information culturelle, puis j'étais rédactrice en chef d'une revue culturelle, donc beaucoup d'artistes, beaucoup de gens du secteur culturel, et puis la politique. Très clairement, les postes politiques ont nettement pris le pas sur les postes artistiques. Bon, on était en année électorale, ceci peut expliquer cela. Mais si j'envoie l'explication de l'algorithme de Facebook par Martin Untersinger et que ce qui est cherché, c'est précisément la réaction et la réactivité, quand un ami poste un extrait de film, une image, l'annonce d'un spectacle ou même une réaction très positive, bon, je veux faire un petit like. Et puis une fois que j'ai fait ça,
je n'ai pas énormément de choses à dire dessus. Oui, ça me semble intéressant. Et puis, soit j'ai vu et je peux dire effectivement, allez-y, c'est fabuleux, c'est passionnant, ou bien. Mais je ne vais pas avoir de réaction telle que va effectivement provoquer celle de, par exemple, une citation politique qui m'indigne. Et l'indignation est un vecteur effectivement très très fort de réactivité sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, effectivement, il va se créer du commun entre ceux qui réagissent aux mêmes choses, qui sont indignés par les mêmes choses. Alors après, j'ai un petit peu envie de relativiser, parce que on peut poser des questions. Qu'est-ce qui est filtré? Quelles sont les informations auxquelles je n'ai pas accès? J'ai envie de dire probablement les mêmes auxquelles je n'avais pas accès quand je passais moins de temps aussi sur Facebook ou avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire, soit parce que c'est effectivement de l'information difficile à trouver, moins postée, et là, je dois dire que les réseaux sociaux ont changé la donne, c'est qu'effectivement, soit des médias sous-diffusés, des informations sous-diffusées peuvent quand même prendre une apparence. Et c'est également soit tout simplement parce que j'ai un total manque d'appétence et d'intérêt, et c'est quand même au départ l'inscrit à un réseau social qui choisit les choses qu'il a envie de suivre et ses lieux d'intérêt. Bon. Je veux dire, je ne lisais pas l'Équipe et je ne lis pas non plus les pages sportives sur les réseaux sociaux. Et le risque d'un enfermement, d'effectivement de n'être que dans la connivence, y compris avec des adversaires de bonne compagnie, est réel. Et il est d'autant plus réel que le goût du baston dont j'ai parlé, il trouve ses limites, et il trouve ses limites dans la mauvaise foi. C'est-à-dire que comme il y a quand même beaucoup de commentateurs qui sont, je dirais, militants, à tous les sens du terme, ce n'est pas uniquement d'un parti politique, très clairement, le débat est du faux débat. C'est-à-dire que s'ils viennent dialoguer, ils ne s'attendent pas à être convaincus, pas plus que vous, si vous avez des convictions, vous ne vous attendez à être convaincus par eux. Donc il y a un moment où, sachant que dans cette bagarre on ne se convaincra pas, eh bien on en a assez, et où on se resserre plutôt sur un cercle d'affinité. Donc le ring finit par laisser place à un réseau où on dialogue en bonne compagnie. Dans les autres filtres qui se créent avec les réseaux sociaux, on peut de fait aujourd'hui boycotter, ou en tout cas ne pas acheter les journaux, ne pas avoir la télé, écouter assez peu la radio, et être totalement informé par les liens que poseront les gens que vous suivez sur Twitter, que vous suivez sur Facebook. Je me cantonne essentiellement à ces deux réseaux sociaux, et là je suis complètement, je dois dire, décalée par rapport à des gens plus jeunes, parce que je ne suis pas sur d'autres choses comme Snapchat, comme Tinder, etc. Donc j'ai aussi le point de vue d'une quinquagénaire qui n'est pas non plus passée complètement au point de vue des plus jeunes, et ça fait partie des limites de mon information. Et à partir de là, vous aurez une nébuleuse de signes d'information alternatives pour le meilleur et pour le pire. Et alors là, ça pose vraiment la question de l'esprit critique et de ce que j'appellerais la dissolution de la critique des médias. C'est-à-dire qu'il y a eu une critique argumentée, justifiée, intéressante de la production d'informations mainstream.
Mais les mêmes qui sont parfois les critiques les plus virulents de la télévision, des médias dominants, perdent tout à coup toute forme d'esprit critique vis-à-vis de sites web, et notamment vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la nébuleuse conspirationniste, c'est-à-dire de sites web qui trouvent effectivement des explications simples ou élaborées d'ailleurs, mais passant généralement quand même par une théorie du complot. Ce qui s'est passé également quand même, et ça, je ne sais pas, je ne suis pas assez historienne des médias pour savoir si c'est un fait nouveau, c'est qu'il y avait une très forte contestation de la présentation des faits, de l'interprétation des faits. En termes d'information, on ne peut pas parler de faits bruts. Le journaliste interprète toujours les faits. Mais ce qui était rapporté, narré, n'était généralement admis, majoritairement admis. Ce qui est arrivé quand même depuis ces dernières années, et c'est là peut-être qu'on peut parler de dissolution du commun, c'est la négation des faits. Bon, c'est effectivement, alors ça s'est vu avec le 11 septembre, ça s'est vu, mais une négation des faits, il faut quand même le dire, qui était due aussi au fait que, les premiers, malheureusement, parce que je dis malheureusement parce que c'est quand même mon métier, mais les premiers parfois fabricants de fausses informations ou relais de fausses informations avaient été des médias de professionnels eux-mêmes. Et donc, à partir de là, eh bien non, non seulement les commentaires sont entièrement libres, mais il n'y a plus de faits qui soient sacrés. Et alors, alors ça peut aller du folklorique, qui peut faire rire, mais jusqu'au point où ça peut. Si je pense à, il y a quand même, il y a par exemple une nébuleuse platiste. Les blogs et les sites qui soutiennent que la Terre est plate. Et ça va à la sphère conspirationniste d'extrême droite, dont je vous ai dit qu'il y a une très très grosse audience, et de ce qui m'apparaît quand même comme un phénomène inquiétant. Alors, un peu pour conclure, je pose comme 3 hypothèses. Je crois qu'on mythifie quand même un commun d'avant qui n'a jamais existé. Parce que, certes, c'est pas parce que 80% ou plus de la population communiait devant le journal télévisé qu'elle prenait pour argent comptant toute l'information donnée, et que par ailleurs ce n'était pas une population sociologiquement et politiquement fragmentée. Donc voilà, ça fabriquait peut-être un moment de communion. Est-ce que cela fabriquait du commun en dehors de la réception passive? Je n'en suis pas convaincue. Deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un nouveau commun qui se crée, et qui se crée dans la controverse, voire dans la bagarre, puisque les réseaux sociaux nous mettent en lien avec des gens qui nous sont parfois idéologiquement opposés. Et que donc, il y a du clash. Il y a du clash parfois recherché, mais d'une certaine manière, le commun, c'est pas forcément le consensus, et que, y compris être en relation avec des gens avec qui on est en conflit, eh bien, c'est aussi une forme de commun. Et ensuite, et ça relativise l'ensemble de mon information, c'est qu'il y a un effet de loupe qui donne une importance extrêmement forte à des symptômes très très visibles sur les réseaux sociaux en matière d'information, mais dont il faut peut-être limiter la portée dans la population. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent effectivement fabriquer de l'information. Quand plusieurs milliers de femmes utilisent le hashtag « balance ton porc » pour dénoncer le harcèlement sexuel, ça fabrique une information. Et cela devient un phénomène. Après, ce sont des milliers de femmes qui ont repris ce hashtag. Ça suppose quand même d'être sur Twitter, d'être informé, d'avoir suivi, de faire.
Quelles incidences, quel effet ça aura dans le réel? Est-ce que réellement ça va avoir une incidence, bon, on peut le souhaiter, hein, une incidence effectivement sur le phénomène de harcèlement? Qui a vraiment relayé ce hashtag? Bon, ce sont des questions qui peuvent se poser. Ce sont également des questions qu'on peut se poser en regardant. Je crois qu'il y a en France 4 millions de personnes inscrites sur Facebook. C'est à la fois énorme et cela reste une minorité. Et quand on regarde les gens qui commentent, eh bien, d'abord, les articles qui ont le plus d'audience, qui sont les plus partagés, ça reste quand même des articles de la presse traditionnelle. Ça reste des émissions de télé, ça reste des articles de Libé, ça reste des articles du Monde. Ça reste... Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aura, je sais pas, je donne un rapport il y aura 900 personnes qui auront aimé un article, qui ont je like, et il y en aura 80 qui vont commenter dessous avec peut-être 80% de commentaires négatifs. C'est que donc la réactivité est très souvent négative, mais qu'en même temps, elle est minoritaire. Alors l'un des exemples les plus frappants de ça, c'est Mediapart. Mediapart a près de 100 000 lecteurs. Il y a peut-être au maximum, je dirais 400-500 commentateurs de Mediapart. Ce sont à peu près toujours les mêmes. Cela crée effectivement une communauté qui très souvent est critique, notamment vis-à-vis de la ligne de politique internationale de Mediapart. Mais c'est 400 personnes, et tous ne sont pas critiques, certains précis, sur un média qui a 100 000 lecteurs. Donc je dirais se méfier également de l'effet de loupe, qui est que les réseaux sociaux sont un petit peu comme le reste. Il y a beaucoup, malgré les apparences, de consommation passive. Malgré l'impression que tout le monde s'exprime et que tout le monde réagit. Et que ceux qui réagissent, alors ça n'est pas exclusif, mais ceux qui réagissent, je dirais, à ce qui est l'information, notamment politique, économique, etc., ça reste quand même des gens majoritairement détenteurs d'un capital culturel. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui devrait nous interroger, voire nous inquiéter. C'est cette fracture, effectivement, entre ceux qui mobilisent leurs connaissances et qui vont faire le filtre et qui vont vraiment éviter, voire dénoncer ceux qui relèvent, les sites qui relèvent de l'intox, et ceux qui vont vraiment, dans leur réaction et dans ce qu'ils produisent, être dans le pur copier-coller des sites d'intoxication. Et c'est sur cette fracture, je dirais, informationnelle-là, je pense, dont on peut s'inquiéter. Merci infiniment. Vous m'ouvrez des mondes, parce que moi, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, je suis d'une époque totalement préhistorique par rapport à tout ce que vous évoquez. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour vous questionner à ce sujet, même si vous faites marcher mon imagination. Qui veut intervenir dans le temps qui nous reste ? Désolée de vous avoir réduit au silence alors qu'il est question de réactivité, mais enfin, je me permets d'ailleurs de le dire peut-être un peu à la place de François Julien, mais si on a un peu de temps de discussion, ne vous sentez pas forcément obligé si jamais vous avez aussi envie de revenir à ce qui s'est dit auparavant et qui était effectivement passionnant. Je ne sais pas si c'est possible. Mais selon le temps. Je voulais vous demander... oui.
Oui, c'est l'actualité filtrée. C'était un petit peu ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore du commun avec cette actualité filtrée? Est-ce que le fait que ce soit justement des petits groupes, c'est presque le contraire de communication, ou voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ou est-ce qu'en fait c'est pas vrai? Si vous regardez quand même dans l'ensemble ce qu'on appelle les titres de l'actualité, c'est quand même repris partout. C'est quand même repris partout. Moi, je suis quand même plus frappée, alors peut-être aussi notamment dans le domaine culturel qui était le mien, par l'aspect moutonnier des médias que par l'information partielle. En revanche, ce qui est vrai, c'est que si on prend le parti pris, tout ce que disent les médias est faux, et qu'on choisit d'entrer dans ce qu'on appelle un peu la sphère de réinformation, notamment de l'extrême droite, on peut totalement, effectivement, être dans un nid ou dans une réinterprétation. Mais même cette sphère-là, elle est bien obligée de s'appuyer souvent sur des informations données. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus consensus autour des faits. Moi, la question que je me pose en vous écoutant, c'est quel commun voulons-nous? Est-ce que le commun réactif est un commun souhaitable? Parce qu'au fond, si on veut produire du commun, c'est qu'on a en vue un idéal de communauté positive et, disons, active et positive. Bon, est-ce que le réactif, ça fait du commun? Oui, peut-être, certainement, mais est-ce un commun qu'on souhaite? Alors, bon, je crois que votre réponse est dans votre question. Moi, ce que je poserais en question, en réponse, c'est est-ce que l'on compte sur l'information pour fabriquer du commun? Je pense que, alors, certes, ça n'est pas négligeable. Hein, être informé n'est pas négligeable, mais je ne pense pas du tout que ce soit le seul vecteur de fabrique du commun. Alors ensuite, je ferai une différence entre la réaction, effectivement la réactivité, et puis la critique, le débat, la discussion, le conflictuel. C'est que je crois que parfois dans la volonté de fabriquer du commun, il y a parfois de la confusion entre commun et consensuel. Et que le conflit, enfin le débat en tout cas, me semble nécessaire. Dans ma faible expérience, peut-être un peu plus que vous, mais quand même tout à fait limitée, il me semble que ce qui domine dans ce qui apparaît le plus souvent, c'est tout ce qui a trait quand même à une forme d'excitation. Qu'en ce sens, la prédominance des pensées d'extrême droite n'est pas tant liée à leur idéologie proprement dite qu'à leur caractère débridé. Hein, le fait qu'ils s'autorisent des choses qu'on ne s'autorise pas normalement et qui provoquent et qui donc fait réagir. Mais on l'a vu là récemment par rapport à une émission de télé avec Christine Angot. Ça n'a rien à voir avec les positions politiques. C'est simplement parce que, bon voilà, il était question de harcèlement sexuel, il était question d'un auteur connu qui pique une crise sur un plateau de télé. On voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec le contenu, finalement. Ça a à voir avec l'excitation produite. Hein, et c'est assez lamentable. C'est une sorte de plaisir. Un plaisir. Là, on plaisir était dans mauvais, le lynchage et on était dans la haine dont a parlé Marco tout à l'heure. Oui, il y a effectivement quelque chose de l'ordre parfois de la cible, et quand c'est une cible vraiment particulière. Oui, mais j'en ai un peu entendu parler par certains patients de ces sites d'extrême droite. Ça fait vraiment penser que c'est du même ordre, quoi. C'est la haine qui s'exprime. Alors là, une haine qui n'est pas personnalisée, qui peut l'être d'ailleurs parfois, mais qui est idéologique. Mais c'est quand même ça qui semble faire le succès, quoi, de ces sites. Oui, mais ne nous y trompons pas. Et, enfin, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer, pour le coup, moi je n'hésite pas à dire l'ennemi, c'est que là, j'aurais un désaccord avec pourtant Umberto Eco, que j'aime particulièrement, c'est qu'il serait trop facile de dire sont des imbéciles.
la rhétorique, et les sites, si ils ont investi, s'ils ont ce succès pour le net, c'est que derrière, il y a des gens qui pensent. Alors, qui sont assez redoutables en stratégie. Non, là, je ne parle pas des auteurs, je parle de ce qu'on peut comprendre du succès, si vous voulez, du fait que... Parce que ça, c'est peut-être très pensé, mais il y a des choses qui sont moins pensées et qui ont un succès. Enfin, et c'est quand même, c'est plus le monde, quoi. C'est les commentaires, des commentaires, des commentaires, quoi, ou une espèce d'excitation qui s'entretient de façon tout de même assez creuse, non? Par rapport à l'idée d'information, c'est pas grand rapport. Vous n'avez pas parlé du darknet. Est-ce que c'est quelque chose à quoi on ne peut pas avoir accès quand on n'est pas au fait de toutes sortes de manipulations informatiques, ou est-ce que c'est accessible à beaucoup de gens? Pour être honnête, je ne suis jamais allée sur le darknet. Je sais que c'est pas si compliqué que ça. C'est un sujet que je connais peu. Alors, le darknet, c'est théoriquement des sites qui ne sont pas accessibles comme ça, qui feraient même l'objet d'une... c'est un mot qui couvre quelque chose, à mon avis, de complètement... de très nébuleux et confus. C'est-à-dire que ça pourra être aussi bien des sites où on achète de la drogue, des sites où on prépare des attentats, des sites où on vend des armes, des sites... mais ça pourra... le mot pourra tout aussi bien recouvrir des sites de hackers qui cherchent à éviter le pistage et cherchent des modes alternatifs de communication. Donc, mais là, c'est tout simplement un sujet sur lequel je me déclare incompétente.